Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos amis de la Ligue de foot régionale des Pays de la Loire. Il y a ceux qui jouent au football, la Ligue 1, la Ligue 2, le National, et puis ceux qui attendent désespérément que ça reprenne. Eh bien, on va en parler justement de ce football amateur ou semi-professionnel. On va en parler avec l'entraîneur de Vendée, les Herbiers Football. J'ai le plaisir d'accueillir en direct de chez lui Stéphane Mazala. Salut Stéphane. Bonjour. Ça va bien ? Ouais, ça va, merci. Malgré la situation, malgré le fait qu'il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de tout ça, de compétition. Oui, malgré tout ça, il faut reprendre quand même l'essentiel. On est en bonne santé. Voilà, donc on va quand même pas se plaindre. Et puis, c'est vrai qu'aux Herbiers, on a la chance de pouvoir s'entraîner. Parce que le groupe est constitué majoritairement de contrats fédéraux. Donc vous avez l'autorisation et la possibilité de faire les séances. Exactement, on a coupé tout le mois de novembre. On était confinés tout le mois de novembre et par contre, on a démarré une préparation le 1er décembre. Allez, pour ceux qui vous découvriraient, même si évidemment avec le parcours de footballeur que vous avez eu, le parcours également d'entraîneur, on va le voir, ça risque d'être compliqué. On va regarder ce parcours entre la N1 et la N3 du côté de la carrière de joueur que vous avez arrêté à 38 ans. C'est ça, du côté de Luçon. Exactement, ouais, 38 ans. 38 ans, déjà une belle carrière quand même qui s'est offerte à toi. Et puis derrière Luçon, justement, sur la première carrière d'entraîneur en tant qu'adjoint, avant de partir du côté des Herbiers où tu es depuis 4 ans, avec également une re-signature pour 2 saisons. Là, c'était à la fin de la saison dernière. Exactement, j'ai re-signé pour 2 ans aux Herbiers. 2 ans aux Herbiers, ça se passe plutôt bien. On l'a vu en 2018 avec cette finale de coupe, même s'il y a eu la descente en N2 derrière. On va revenir un petit peu sur tout ça, mais d'abord, puisqu'il y a de l'actualité du côté des Herbiers, de l'actualité du côté de chez Stéphane Mazala, on va écouter quelqu'un parce que je crois que dans quelques minutes, ça va être très très rapide. Il va falloir que tu apprennes ça, on écoute. Hello guys, this is my first video in English, so it's actually really weird, it's different. But I'm really doing my best. My mouth is fucking hurting from speaking English right now. But I'm trying, okay? I am trying so bad to get it on point. Est-ce que tu peux nous traduire là ce qu'il vient de se dire? So yeah. C'était sa première vidéo en anglais. Oui. Voilà. Et voilà. Compris. C'est déjà pas mal. Plus sérieusement, voilà, tu passes des diplômes d'anglais, t'en profites en même temps en ce moment ou c'était prévu depuis un petit moment? Non, c'était pas prévu, mais c'est vrai que voilà, avec que ce soit le diplôme pro que j'aimerais passer dans le futur, et maintenant la carrière d'un entraîneur, les langues c'est quelque chose de très important. Et c'est ce que j'avais expliqué aux joueurs au deuxième confinement, de ne pas rester sans rien faire. S'ils pouvaient se former, c'est quelque chose qui donne confiance. Et c'est vrai que moi j'étais très mauvais en anglais. Maintenant, je suis juste mauvais. Et oui, puis pourquoi pas une carrière justement outre-Manche ou dans des pays étrangers, effectivement. Il faut savoir parler anglais et s'exprimer avec des personnes de différentes nationalités. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. On va évidemment revenir et te voir en image sur ce confinement parce qu'il y en a eu un premier, on le sait bien, du côté du mois de mars. Il y en a eu un également là depuis le début novembre. On espère que d'abord des nouvelles pour vous. Est-ce que la compétition va reprendre? D'abord un petit mot. Et on le pense, mais maintenant la question c'est de savoir quand est-ce qu'elle va reprendre. Pas de nouvelles. C'est toute la grande difficulté, c'est justement de se préparer et de planifier par rapport à la reprise. Et c'est vrai que là pour l'instant on est quand même dans le flou. Alors on va le voir, puisque sur ces images justement là où tu es chez toi à travailler et à revisionner justement ces différents matchs du début de saison, on va écouter un de tes joueurs, Anthony Schuster. Il était chez lui, on est allé le voir il y a quelques temps. Il nous explique lui ce qu'il regrette le plus dans ce confinement et ce qui lui manque. On l'écoute. Le plus difficile, c'est de perdre au niveau physique et puis de perdre aussi tout ce qui se passe autour du foot, c'est-à-dire que les amis, discuter avec d'autres personnes que la famille. Je pense que c'est le plus dur. Mais vraiment le plus compliqué, c'est le niveau physique. On perd pas mal d'argent sur nos contrats. L'année prochaine, la majorité des joueurs sont en fin de contrat, donc quel contrat on va pouvoir retrouver, quelles seront les finances des clubs. C'est vraiment une grosse incertitude. Après, le plus important, c'est qu'on puisse continuer à jouer au football. Voilà, on disait Stéphane, l'état physique, la forme physique,
l'argent un petit peu, et puis également ce côté convivialité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Oui, énormément. Et très sincèrement, j'en parle avec mon staff, c'est vraiment une période difficile pour les joueurs. Autant nous, entraîneurs, on peut faire marcher au niveau cérébral, on peut rechercher, on peut réfléchir à nos séances, revisionner nos matchs, etc. Par contre, le joueur, lui, il a besoin de se dépenser, il a besoin de s'entraîner. Et ça, il ne peut pas l'avoir. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. En plus de ça, on le voit bien, il y a énormément de blessures, quoi. Donc, physiquement, c'est difficile pour les joueurs d'être arrêtés, de reprendre, de se repréparer, d'être de nouveau arrêtés. C'est vrai que c'est dur. Même psychologiquement, justement, pour eux, le fait de couper puis de reprendre, de passer d'un esprit compétitif à un esprit simplement d'entraînement, ça aussi, c'est compliqué? Oui, complètement, oui. Complètement, c'est quelque chose déjà on n'est pas préparé. Et même là, on le voit dans notre préparation, on se prépare pour jouer une compétition. Et quand on prépare nos semaines d'entraînement, le joueur, il sait ce qu'il a mal fait le match d'avant, il sait ce qu'il doit faire sur le match d'après. Et quand vous n'avez pas de match, quand vous ne savez pas quand vous allez reprendre, c'est difficile mentalement. On dit aussi souvent que, notamment du côté des footballeurs pros, mais qu'ils ont plus de difficultés à gérer les entraînements plutôt qu'à jouer des matchs en compétition officielle. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti aussi en National 2 et avec ton groupe, ou tu as de l'écoute vraiment pendant tes séances? Ben, c'est une bonne question, Anthony. Tu vois, avec le staff, on a préparé nos semaines en se disant, écoutez, ce week-end, on joue le leader, on joue une équipe de bas de tableau. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour battre cette équipe? Et les joueurs, on échange une discussion et dans la semaine, on prépare par rapport à ce qu'on s'est dit. Mais on a voulu simuler justement une compétition. Innover, trouver des solutions justement pour essayer de garder cette fibre pour les footballeurs et pour tout le groupe. Voilà ce qu'on comprend effectivement avec ce que tu nous racontes, Stéphane. On va écouter justement parler des footballeurs pros. Il y en a un qui a bien connu le monde professionnel, c'est Emmanuel Bourgault, hein, qui a signé chez vous à l'intersaison. Il raconte justement un petit peu comment ça se passe, ce confinement, et surtout ce qu'il reste de la convivialité, du partage avec le groupe. On l'écoute. Bonjour à tous, c'est Emmanuel Bourgault, j'espère que vous allez bien. Je vous fais part de cette petite vidéo pour vous raconter un peu mon confinement. Donc moi ça va très bien, écoutez, on essaye de s'entretenir. Le coach nous envoie un programme tous les week-ends pour qu'on entame la semaine du meilleur possible. Après oui, on a toujours un lien entre coéquipiers. On a un groupe WhatsApp où on peut s'écrire, échanger. On sait tous qu'on a pour objectif de vouloir monter en National 1. Voilà, l'objectif, l'ambition de Vendée-les-Herbiers Football, c'est Emmanuel Bourgault qui en parle. Et on va en parler justement avec toi de ce début de saison et des ambitions. C'est parti, les Herbiers. Les ambitions, on l'a entendu, Emmanuel Bourgault qui ne s'en cache pas, hein, et toi non plus de toute façon, depuis quelques temps, l'objectif c'est effectivement de retrouver ce niveau national, c'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. Maintenant, de le dire, c'est simple. Après, il faut le réaliser. Donc, alors, on a mis ça sous plusieurs étapes. Voilà, on s'était dit d'arriver à la trêve dans les 5 premiers. Voilà, parce qu'on sait qu'un championnat, ça se prépare dans la deuxième partie de saison. Maintenant, quel championnat on va retrouver, on ne sait pas trop. Mais ouais. On se prépare en tout cas à jouer le haut de tableau. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que ces 2 saisons-là, alambiquées avec ces 2 confinements successifs, c'est vrai que c'est pas l'idéal pour avoir un groupe qui tient sur la longueur. Il va falloir justement être très costaud mentalement pour pouvoir rester dans ce haut tableau. On va regarder le classement d'ailleurs de cette National 2 dans votre groupe. Pour l'instant, c'est Béziers qui domine avec 21 points, si je ne m'abuse. Voilà, c'est bien ça. Et le Vendée-les-Herbiers qui, avec 14 points, est 5e au classement. Il n'y a évidemment rien de fait parce que tu le disais, c'est un championnat, comme le national d'ailleurs, hein, qui est très long, où ça joue souvent dans la dernière ligne droite. Oui, complètement. C'est un championnat difficile, physique, aussi difficile que le National 1. Et il n'y a surtout qu'un seul qui monte. Voilà. Et c'est vrai que Béziers
à l'auteur de faire vraiment un très très bon début de saison. On fait un bon début de saison, nous, de notre part, mais Béziers est au-dessus pour l'instant. Et on espère, alors qu'on voit les images, là c'était en début de saison 2020-2021, c'était face au FC Nantes du côté de Saint-Nazaire, avec ce match nul, je crois, un but partout entre les deux formations. On va reparler des herbiers, mais on va faire un petit détour comme chaque semaine. Attention, les oreilles, c'est parti pour le zapping de la semaine du côté du SB Foot. On va parler évidemment de Diego Maradona, on va parler de Petit Pont, et puis on va parler d'abdos, regarde bien. Ouais, ça rien. Oh, 10. Ok. Allez, encore un tour l'équipe. La tête. Allez. Voilà, Nicolas Baudreau, je ne sais pas si tu connais, un joueur du Sablé FC, qui joue en National 3 du côté de Sablé et qui est donc devenu, il y a quelques mois, champion du monde d'abdos. Il en a fait 9996 quand même, le record. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est beau. Ouais. On parle de Cristiano Ronaldo, là, il est pas mal quand même. Ouais, c'est sûr. Bon, ça en fait pas non plus des footballeurs internationaux d'avoir des abdos, mais au moins on sent qu'il a la patate et il fait plein de choses. On essaiera d'aller le voir justement, Nicolas, du côté de la Sarthe. Et puis on a vu Lorenzo Insigne, eh bien qui s'est fait tatouer, le joueur italien, eh bien le portrait de Diego Maradona, le joueur de Naples, bien évidemment, et le joli petit pont de Ben Sebaini qui était plutôt pas mal avec son tacle également. Allez, on a parlé eh bien justement des ambitions qui sont de remonter cette année ou la saison suivante, eh bien du côté du national. On va parler aussi eh bien, d'un thème qui te tient à cœur, j'imagine, c'est la Coupe de France. Et avant d'aborder la Coupe de France avec toi, Stéphane, eh bien, on a préparé une petite spéciale Coupe de France. C'est d'ailleurs Richard Coffin qui nous l'a préparé. Il va jouer à l'historien de la Coupe de France. Écoute, ça vaut le coup. Ah, la Coupe de France, sa poésie des premiers tours sur tous les terrains. Un peu de lumière en hiver, comment se priver de ça ? C'est une ambiance de groupe, c'est une ambiance de solidarité, un esprit de village. La campagne qui brille, ça respire l'exploit à venir. Le petit contre le gros. Déjà en 1968, en demi-finale, on parlait de ça. Au Parc des Princes, Archicomble, nous l'avons dit, qui avait pris fait et cause pour les jeunes amateurs, les champions de France amateurs de Quevilly. Oui, Quevilly, 3 fois demi-finaliste de l'épreuve, puis finaliste en 2012. Dans l'histoire, il y a Calais, forcément, son maillot sang et or venu de CFA. Premier club amateur en finale de Coupe de France, battu sur le fil en 2000 par Nantes, mais vainqueur dans les cœurs. On en fait trop ? Bah demandez à la Beaujoire ces derniers emballements. Rappelez-vous, Carquefou en 2008, qui sort Marseille. Aïe aïe aïe, on en fait des bêtises, Michel. On devrait laisser les clubs pro tranquilles quand même. Et évidemment, il y a les Herbiers. Sa folie en 2018, la victoire contre Chambly, qui ouvre les portes de la finale face au PSG. Cette ambiance, la Coupe de France, ces nuits d'ivresse footballistique. Et tenez, puisqu'on parle de la Beaujoire, la dernière avec les pros, au fait, c'était quand ? Si vous avez une idée... Ah, c'est sûr que la dernière ambiance de fête à la Beaujoire, c'est vrai que c'était certainement votre match du côté de la demi-finale face à Chambly, justement. C'est vrai que cette Coupe de France, elle te tient particulièrement à cœur parce qu'il y a eu la finale en 2018, mais aussi parce qu'il y a un vrai état d'esprit là-dedans. Ah oui, c'est une compétition exceptionnelle. Je veux dire, même avant la finale avec les Herbiers, bon, il y avait déjà quelque chose avec cette Coupe de France parce que tous les indicateurs sont multipliés au niveau émotionnel. Voilà. Et puis c'est l'essence même du sport, ça passe ou ça casse. On a la chance de rencontrer des professionnels, c'est un rêve. Donc ouais, non, cette compétition, c'est le top pour le football. Si ça venait à ne pas se jouer, cette édition 2020-2021 de Coupe de France, ça serait vraiment un crève-cœur ? Ce serait, oui, forcément un crève-cœur, oui. Parce qu'on est rentré dans cette compétition, donc forcément on aimerait qu'elle aille au bout. Après,
je regardais dans l'histoire, il n'y a eu qu'une seule fois, je crois, où elle n'a pas été au bout. Donc, bon, j'espère qu'ils vont trouver une solution pour qu'on puisse aller au bout. La Fédération française qui est en train de plancher sur plusieurs scénarios en ce moment avec la possibilité de retrouver, pourquoi pas, 2 tableaux. Un tableau avec les clubs pro dans un premier temps, un autre tableau avec les clubs amateurs et puis retrouver tout ce petit monde qualifié bien du côté des 8e. On en saura davantage très certainement par l'intermédiaire de Noël Le Graët dans quelques jours. Tu suis, j'imagine, l'actualité de tout ce qui se passe autour des herbiers, notamment de la Ligue 1. Tu as vu que malheureusement, un entraîneur a été déchu, c'est Christian Gourcuff du côté du FC Nantes. Tu as suivi un peu ? Oui, forcément, on suit l'actualité de Nantes. Ouais, forcément, c'est un club qu'on suit, on est derrière eux. T'es Nantais d'ailleurs, né à Nantes, hein ? Oui, carrément, né à Nantes. Et donc, c'est un club qu'on suit, qu'on supporte même. Hein. On a même eu des relations, parce qu'ils nous ont prêté un joueur cette année, un défenseur central. Voilà, Christian Dio, qui est dans le groupe. Et c'est vrai que j'étais déçu. Après, je ne suis pas au cœur des décisions. Je ne connais pas l'intérieur du club. Mais j'étais déçu que Christian Gourcuff arrête sa mission avec Nantes. 17e entraîneur qui sera donc sur le banc du FC Nantes en 13 ans. C'est vrai que Valdemar Kita, le président du FC Nantes, est montré du doigt depuis pas mal de temps. On va écouter, on est allé à la rencontre d'un des adhérents de la Brigade Loire, cette fameuse tribune et cette fameuse association donc, qui vit pour le FC Nantes. Il nous raconte un petit peu toute cette tristesse liée à ces 13 années de présidence sous l'ère Kita. On l'écoute. Le FC Nantes, ce n'est pas du sport. Le FC Nantes, c'est un patrimoine nantais. Le FC Nantes, c'est une institution. Le FC Nantes appartient au territoire et c'est un acteur du territoire. Regardez les abonnés. Il y a 20 ans, on s'abonnait, on était 23 à 24 000. Aujourd'hui, on atteint difficilement les 6 500 personnes. Donc les amoureux du club sont partis. Ils ne sont pas désabusés, ils se sont désintéressés complètement. Et il y aura donc une grande manifestation à midi, dimanche, avant le match contre Dijon, avec énormément de monde d'attendu. Et c'est vrai qu'on espère que le FC Nantes va redresser la barre au niveau sportif, mais également dans un équilibre au sein du club, au sein des structures du FC Nantes. Comme chaque semaine, on va revenir également sur ce qui fait l'actualité avec nos amis de la Ligue de foot des Pays de la Loire. Il y a le Téléthon en ce moment. D'ailleurs, les dons, c'est jusqu'à demain, vendredi 11 décembre. On va écouter ce qu'ont fait les petits gamins justement du centre de la Ligue des Pays de la Loire. On les écoute. Oui. C'est vrai que c'est une thématique qui m'a tout de suite interpellée. Donc j'ai voulu faire ça de manière ludique pour que les garçons soient vraiment mobilisés. Tu la gardes avec toi et t'appelles les autres pour jouer. D'accord ? Et le concept, c'est que chaque garçon de notre génération doit faire un geste technique dans un endroit du pôle qu'il apprécie. Et pour donner de la force aux enfants malades. Maintenant, je veux qu'ils comprennent en quoi cette mobilisation est importante pour de nombreux jeunes et pour de nombreux adultes. Pour leur montrer qu'on est avec eux déjà, qu'ils ne sont pas tout seuls. Parce qu'ils nous regardent faire la plupart du temps. Pour qu'on voit que l'alignement... Moi, je suis le en tout dernier. Quel numéro on doit faire pour faire ses dons ? Le 36-37. Le 36-37, bravo à tous ces jeunes footballeurs pour le Téléthon. Allez, on termine évidemment par le quiz de fin avec Stéphane Mazala. Le quiz de fin, Stéphane, une petite question évidemment italienne de par tes origines. Dans quelle région d'Italie est né un certain Paolo Rossi qui est décédé malheureusement cette semaine? Est-ce que la région, c'est la réponse A, est-ce qu'il est né en Toscane? Réponse B, est-ce qu'il est né en Lombardie? Réponse C, est-ce qu'il est né dans le Piémont? Alors, toi qui connais toutes les régions par cœur et les footballeurs italiens par cœur. Ouais, d'ailleurs, paix à son âme, le grand héros de la Coupe du Monde 82. Exactement. Alors aussi, j'ai vu toute la Coupe du Monde, mon père avait enregistré les matchs, mais je dirais la Toscane, mais je suis pas sûr. Bravo Stéphane, ouais. La Toscane, la bonne réponse pour le grand Paolo Rossi, meilleur buteur et soulier d'or, donc 1982. Un très grand merci à toi Stéphane d'avoir été notre invité aujourd'hui. On te souhaite plein de bonnes choses pour cette saison avec les Herbiers et on te suivra évidemment dans cette deuxième partie de saison. Bye bye. Merci, ciao.